Dès que cette masse d'acier avançait silencieusement entre deux collines, une impression presque irréelle s'imposait, car personne n'aurait imaginé qu'une machine aussi imposante puisse effacer une position ennemie située à plus de plusieurs dizaines de kilomètres sans jamais dévoiler la moindre silhouette au combat. Aucun grondement de moteur ne trahissait son rôle, aucune lueur de canon n'indiquait sa présence, et pourtant, sa capacité à frapper avec une cadence fulgurante suffisait à figer de peur tout adversaire conscient de son existence, car son pouvoir reposait précisément sur le fait qu'on ne la voyait jamais avant l'impact. Lorsque l'armée allemande commença à admettre que son ancien système PZH-155-1 ne correspondait plus aux exigences stratégiques de la fin du XXe siècle, un programme d'une ambition rare fut lancé. L'objectif n'était pas de moderniser un modèle vieillissant, mais de concevoir une pièce d'artillerie automotrice totalement nouvelle, capable d'offrir une mobilité accrue, une cadence inégalée et une portée que les doctrines traditionnelles ne permettaient même pas d'imaginer. Les ingénieurs de Krauss-Maffei-Wegmann furent rejoints par ceux de Rheinmetall, afin de créer une machine capable de répondre à trois impératifs essentiels: tirer très vite, tirer très loin, et permettre à son équipage de survivre à une riposte. Le choix du châssis ne fut pas laissé au hasard. Les ingénieurs décidèrent de partir de la structure du Léopard 2, un char lourd réputé pour sa robustesse et son exceptionnelle capacité à absorber les contraintes mécaniques. Le châssis fut profondément remanié, les suspensions renforcées et la répartition du poids entièrement repensée, afin de pouvoir accueillir une tourelle gigantesque abritant un canon de 155 mm long de plus de 8 mètres. Ce tube rayé, entièrement revêtu de chrome pour accroître sa longévité, constituait déjà une prouesse technique, mais il ne représentait encore qu'un élément parmi un ensemble d'innovations qui allait pousser cette machine à un niveau jamais atteint dans l'artillerie automotrice européenne. La véritable révolution se trouvait dans le système de chargement automatique. Au lieu des manipulations manuelles, lentes et dangereuses, un mécanisme intégralement automatisé gérait l'enchaînement des opérations. Introduction de l'obus, insertion des charges modulaires, fermeture de la culasse, alignement et préparation du tir. Ce dispositif, combiné à un système de charge modulaire mis au point par Rheinmetall, permit une cadence qui surprit même les équipes de développement. La machine pouvait tirer 3 coups en moins de 9 secondes, un exploit qui fit immédiatement comprendre que ce système n'était pas une simple évolution, mais une rupture décisive dans la doctrine de l'appui-feu. Les premiers tests confirmèrent que le concept fonctionnait bien au-delà des attentes. Les systèmes internes de navigation, les calculateurs balistiques et le radar de mesure initiale mettaient en place une précision que l'artillerie traditionnelle n'atteignait qu'au prix d'une préparation longue et complexe. La machine, en revanche, pouvait être repositionnée rapidement, calculer des données de tir en quelques instants et délivrer une salve multiple qui retombait simultanément sur une même zone grâce à une variation programmée des vitesses initiales. Les ingénieurs, fascinés par la stabilité exceptionnelle du tube et la constance des trajectoires, décidèrent de pousser plus loin les essais. Leur objectif initial avait été de garantir une portée d'environ 30 km, ce qui aurait déjà placé la pièce dans la catégorie des meilleurs systèmes occidentaux. Pourtant, chaque série de tirs montrait que la machine semblait capable d'absorber plus de pression que prévu, et que les charges modulaires permettaient une optimisation balistique dont les calculs ne rendaient même pas pleinement compte. Lorsque l'Allemagne prépara officiellement les essais de très longue portée, personne ne s'attendait à ce que le système dépasse aussi nettement ses propres limites théoriques. Des munitions sud-africaines de type M2000BB furent introduites lors des tests, et la première série de tirs atteignit sans difficulté des distances supérieures à ce que les modèles informatiques avaient anticipé. Au fil des salves, les impacts s'éloignaient toujours plus, jusqu'au moment où l'on enregistra les premiers tirs dépassant les 40 km. Ce résultat provoqua une stupeur générale parmi les officiers et les ingénieurs présents. L'Allemagne venait de prouver que sa nouvelle pièce n'était pas seulement performante, elle bouleversait toute l'architecture de l'artillerie moderne en atteignant des distances que presque aucun système occidental n'avait jamais approchées. Et pourtant, personne ne savait encore que d'autres tirs, encore plus ambitieux, allaient bientôt repousser les limites de ce que l'on croyait réalisable. Lorsque les techniciens commencèrent à analyser les données recueillies après les premiers tirs dépassant largement les attentes,
Une décision fut immédiatement prise. Pousser la machine jusqu'à ses limites véritables, afin de déterminer si cette portée exceptionnelle représentait un simple hasard ou si elle révélait un potentiel encore insoupçonné. Il ne s'agissait plus de vérifier une capacité théorique, mais de comprendre jusqu'où ce système pouvait réellement projeter sa puissance. Les équipes allemandes cherchaient désormais à prouver que cette pièce automotrice n'appartenait plus à la catégorie des systèmes classiques, mais à une nouvelle génération d'artillerie capable de modifier les équilibres stratégiques à l'échelle du continent. La campagne d'essai suivante fut organisée en Grèce, où les vastes zones de tir offraient la possibilité de mesurer précisément des trajectoires inhabituelles à l'échelle de l'artillerie occidentale. Dès les premières séquences, les observateurs constatèrent que la régularité des impacts témoignait d'une stabilité mécanique rarement atteinte dans un système mobile. Au lieu d'un allongement progressif des portées, les salves atteignaient presque systématiquement des distances proches des 40 km, confirmant que le résultat précédent n'était nullement accidentel. Les officiers grecs, impressionnés par la cohérence des frappes, comprirent immédiatement que cette pièce représentait un atout capable de transformer radicalement le rôle de l'artillerie dans les opérations modernes. L'un des aspects qui surprit davantage encore les spécialistes présents fut la capacité du système à maintenir une précision satisfaisante malgré ses portées démesurées. Le canon long de 52 calibres, renforcé par un traitement interne augmentant sa résistance, permettait de canaliser l'énergie des charges modulaires de manière remarquablement stable. Les variations de vitesse initiale restaient contenues, ce qui offrait des trajectoires prévisibles malgré des distances que peu de systèmes automoteurs atteignaient jusque-là. Cette régularité incita les équipes allemandes à pousser encore plus loin les essais, en intégrant des munitions développées pour tester les limites extrêmes des tubes modernes. La campagne suivante se déroula en Suède, où le terrain dégagé et les conditions atmosphériques plus froides offraient un cadre idéal pour évaluer la portée maximale atteignable avec différentes combinaisons de charges et des obus. Les ingénieurs suédois collaborèrent étroitement avec les spécialistes allemands afin de mesurer chaque détail de la balistique interne et externe du système. L'introduction des obus sud-africains de type M2000BB permit d'atteindre à nouveau des distances supérieures à la quarantaine de kilomètres. Ces munitions, combinées au système modulaire DM72, offraient une poussée particulièrement efficace, exploitant l'intégralité de la pression permise par la structure du tube. Cependant, l'essai le plus marquant survint lorsque furent testés des projectiles assistés de type M2005 VLAP, conçus pour générer une poussée additionnelle au cours du vol. Dès l'instant où le premier obus quitta la bouche du canon, les observateurs savaient que la trajectoire ne correspondait plus à un schéma traditionnel. Les points d'impact se produisirent si loin que les équipes durent réorganiser entièrement le dispositif de mesure afin de confirmer les distances réelles. Après plusieurs tirs de vérification, les données tombèrent. La machine venait d'atteindre une portée d'environ 67 km, dépassant de manière spectaculaire ce que l'artillerie automotrice conventionnelle pouvait espérer atteindre. Pour visualiser une telle distance, les militaires expliquaient qu'un tir depuis la région de Trenton aurait pu atteindre des objectifs dans la zone de New York, une comparaison frappante qui marqua durablement tous les observateurs. Ce record eut un effet immédiat sur les états-majors européens. L'Italie, engagée dans une politique de modernisation de son artillerie, manifesta un intérêt particulier. Elle participa à un programme de coproduction avec l'Allemagne afin d'adapter la machine à ses propres divisions. La décision italienne ne reposait pas seulement sur les chiffres impressionnants de portée, elle tenait également à la cadence exceptionnelle du système, qui pouvait délivrer en un temps extrêmement réduit un volume de feu suffisant pour neutraliser ou saturer des positions retranchées situées bien au-delà de l'horizon tactique. Les officiers italiens voyaient dans cette pièce une manière d'assurer un appui-feu efficace tout en maintenant leurs unités à une distance sécurisée des ripostes. Les Pays-Bas prirent également la décision d'acquérir plusieurs dizaines des unités, convaincus que leur armée avait besoin d'un système capable de fournir un appui intense dans un contexte de déploiements internationaux. Les forces néerlandaises voyaient dans cette pièce non seulement une capacité technique exceptionnelle, mais aussi un système suffisamment robuste pour accompagner les unités mécanisées dans des environnements variés.
La Grèce, déjà séduite par la machine lors des campagnes de test, passa commande de plusieurs exemplaires afin de renforcer ses capacités d'artillerie sur un territoire où la géographie rendait particulièrement utile une portée accrue. L'engouement pour ce système atteignit même des secteurs inattendus. Des études furent lancées pour déterminer si la tourelle, modifiée et renforcée, pouvait être utilisée à bord de navires de guerre modernes. Des essais effectués sur un navire allemand de type frégate F-124 révélèrent que le recul considérable de la pièce pouvait être absorbé par la structure navale, ouvrant ainsi la possibilité d'une utilisation maritime pour des tirs de saturation ou de frappe lointaine. Ce développement inattendu fit comprendre que la machine, conçue à l'origine pour opérer sur des terrains accidentés, pouvait trouver une seconde vie au sein d'une flotte cherchant une puissance de feu capable de concurrencer des canons navals beaucoup plus lourds. À mesure que les essais et les études se multipliaient, un constat s'imposait. Cette pièce automotrice n'était plus un simple outil d'appui-feu, mais un système dont la polyvalence, la portée et la cadence modifiaient profondément la manière dont les états-majors occidentaux concevaient la gestion de la distance dans un conflit moderne. Et pourtant, malgré cette démonstration impressionnante de capacité technique, le système n'avait pas encore affronté la réalité d'un théâtre d'opération où la poussière, la chaleur, l'imprévu et la pression tactique mettent en échec les meilleures conceptions. C'est précisément ce passage du laboratoire au champ de bataille qui allait révéler, quelques années plus tard, la véritable nature de cette pièce et l'impact qu'elle pouvait avoir lorsqu'elle soutenait des forces engagées dans une opération où la distance constituait un facteur déterminant. Lorsque la machine fut enfin déployée loin des terrains d'essai européens, les équipages découvrirent un environnement qui n'avait rien en commun avec les zones de tir rigoureusement contrôlées où le système avait établi ses records. L'arrivée en Afghanistan marqua un tournant décisif, car l'artillerie allemande allait devoir prouver qu'elle pouvait conserver sa précision, sa cadence et sa fiabilité dans un théâtre où la poussière, la chaleur et l'imprévisibilité dominaient chaque heure de la journée. Dès les premiers jours, les soldats néerlandais chargés d'opérer le système comprirent que leur outil dépassait largement les modèles précédents, mais ils furent également confrontés à un contexte où chaque tir prenait une valeur particulière. Le premier engagement réel survint dans le cadre de l'opération Médusa, menée en 2006 par les forces de l'OTAN, afin de briser des positions solidement établies par les groupes extrémistes qui occupaient les collines autour de Kandahar. Les unités terrestres avançant dans la région se retrouvaient souvent à portée d'armes légères et de tirs indirects ennemis, ce qui rendait chaque progression dangereuse. C'est précisément dans ces conditions qu'entra en jeu la machine allemande, utilisée par les équipages néerlandais comme un bras lointain capable d'atteindre des points fortifiés impossibles à approcher sans perte significative. Dès les premières salves, l'impact psychologique fut saisissant. Les observateurs en poste dans les collines témoignèrent d'une précision surprenante, malgré les distances engagées, car les tirs provenaient d'environ 30 km, une portée rarement mobilisée en opération de soutien. Les forces au sol reçurent un appui constant, permettant de neutraliser des nids de résistance avant même d'entrer dans leur zone d'observation. Les canons ennemis, incapables de repérer la position exacte de la pièce, se retrouvaient dans une situation où aucune riposte ne pouvait atteindre la zone de tir. Au cours des jours suivants, la pièce automotrice fut sollicitée pour frapper des points dissimulés dans des vallées isolées où les combattants utilisaient le relief comme protection naturelle. Grâce aux calculateurs embarqués, les équipages pouvaient ajuster les trajectoires rapidement et créer des salves multiples retombant presque simultanément sur des positions séparées par plusieurs centaines de mètres. Cette capacité de tir en salve synchronisée permit d'empêcher toute retraite organisée, car les frappes touchaient des itinéraires potentiels avant même que les adversaires ne comprennent la direction des tirs. Les transmissions de l'OTAN mentionnèrent à plusieurs reprises l'effet décisif de ces interventions, notamment lors des phases les plus intenses de l'offensive, où les troupes alliées avancèrent sur plusieurs kilomètres en bénéficiant d'un appui indirect particulièrement constant. Le surnom « bras très long » de l'ISAF commença à circuler parmi les unités déployées, non pas comme une formule embellie, mais comme un résumé fidèle de la façon dont cette machine transformait les opérations. Aucun autre système automoteur de la coalition ne pouvait fournir un tir soutenu à une cadence comparable, surtout sur des distances aussi vastes. La valeur du système ne se limitait pas à la portée.
Les équipages apprirent rapidement à exploiter la capacité de tirer plusieurs obus avec des vitesses initiales différentes, afin que tous frappent la même zone en un laps de temps extrêmement réduit. Cette technique multipliait l'effet de surprise et empêchait les unités adverses de se disperser entre les salves. Ce mode de tir se révéla particulièrement efficace dans les opérations nocturnes, où les mouvements ennemis étaient plus fréquents. Les unités au sol bénéficièrent ainsi d'une couverture continue, ce qui permit de sécuriser de larges secteurs sans exposer les troupes avancées à trop de risques. L'opération Médusa fut le premier théâtre où la machine démontra une efficacité tangible dans un contexte réel. Les rapports indiquèrent que plusieurs positions clés furent neutralisées sans qu'il soit nécessaire d'engager des moyens plus coûteux. Les tirs de soutien permirent de réduire l'exposition directe des troupes alliées, ce qui constitua un avantage stratégique important dans un environnement où les embuscades étaient courantes. Les unités néerlandaises, qui avaient reçu l'un des premiers lots de machines, se retrouvèrent régulièrement sollicitées pour fournir un appui dans des zones où les véhicules blindés traditionnels ne pouvaient pas s'aventurer. Pourtant, derrière cette efficacité impressionnante, les équipages commencèrent à remarquer des difficultés que les essais européens n'avaient pas révélées. Le terrain afghan, composé de poussière fine, de vents imprévisibles et de températures oscillant brutalement entre le jour et la nuit, mettait à l'épreuve la mécanique de manière inattendue. Les systèmes automatisés, pourtant robustes en conditions optimales, réagissaient différemment lorsqu'ils étaient exposés à des quantités de particules bien supérieures à ce que les ingénieurs allemands avaient anticipé. Les premiers signaux d'usure prématurée apparurent au niveau des mécanismes internes du système de chargement. Les équipages se retrouvèrent parfois contraints d'interrompre temporairement les opérations afin de nettoyer des éléments spécifiques, une tâche qui nécessitait une précision extrême pour éviter d'endommager des composants particulièrement sensibles. Malgré ces complications, la machine resta opérationnelle et continua d'offrir un appui crucial aux troupes de la coalition. Mais ces incidents révélèrent une réalité nouvelle. Dans un environnement aussi rude, même le meilleur système d'artillerie pouvait rencontrer des limites inattendues. Plusieurs mois de déploiement confirmèrent que la machine constituait un atout majeur pour les opérations de l'OTAN. Les récits des soldats sur le terrain témoignaient d'une confiance croissante envers sa capacité à intervenir rapidement, même dans des situations d'urgence où quelques minutes de retard pouvaient mettre en péril des unités entières. La portée exceptionnelle permettait aux forces alliées de conserver une distance stratégique avec les zones de combat, réduisant considérablement leur risque d'exposition. Mais cette efficacité ne masquait pas les défis techniques qui allaient devenir de plus en plus visibles à mesure que le déploiement se prolongeait. Les équipages comprirent que le théâtre afghan imposait des contraintes qui nécessiteraient des modifications profondes si l'on voulait que la machine puisse fonctionner de manière optimale à long terme. Et c'est précisément dans ce contexte exigeant que les premières véritables faiblesses du système allaient émerger, révélant l'écart qui existait entre les performances théoriques et la réalité d'un déploiement prolongé dans l'un des environnements les plus hostiles où l'artillerie moderne ait jamais été engagée. Lorsque les mois d'engagement en Afghanistan se multiplièrent, les équipages commencèrent à ressentir un contraste net entre la puissance théorique de leur machine et les réalités quotidiennes imposées par un terrain qui n'épargnait rien ni personne. Les premiers signes révélateurs apparurent pendant une mission nocturne, lorsque l'un des équipages néerlandais remarqua un ralentissement inhabituel dans la séquence de chargement. Au lieu de la fluidité habituelle, un léger grincement accompagna le déplacement du mécanisme interne, signal que la poussière avait pénétré bien plus profondément qu'on ne l'imaginait. Cette observation déclencha immédiatement une inspection minutieuse, car la moindre anomalie dans un système aussi automatisé pouvait compromettre l'ensemble du cycle de tir. Les techniciens découvrirent alors à quel point les conditions locales imposaient des contraintes imprévues. La poussière afghane, extrêmement fine, s'infiltrerait dans les interstices du mécanisme de chargement malgré les protections prévues par les concepteurs. Les particules se déposaient sur les rails, les capteurs et certaines pièces mobiles, provoquant parfois de légers décalages qui perturbaient la synchronisation du système. Ce phénomène n'avait jamais été observé dans les terrains d'essai européens, où l'air plus humide et les sols moins pulvérulents rendaient ces incidents presque inexistants. Les équipages apprirent rapidement que prévenir les dysfonctionnements nécessitait une discipline rigoureuse.
Avant chaque journée d'engagement, les soldats effectuaient un nettoyage particulièrement long, démontant certaines sections pour éliminer les dépôts accumulés. Ces procédures, réalisées sous une chaleur qui dépassait souvent largement les seuils que la machine avait été pensée pour affronter, imposaient une fatigue supplémentaire et rallongeaient les préparatifs. Malgré ces efforts, le système pouvait encore se bloquer temporairement, forçant l'équipage à intervenir sous pression pour éviter une interruption prolongée du soutien aux unités avancées. La chaleur constituait un autre adversaire inattendu. La version modernisée de la machine avait reçu un blindage plus épais afin d'améliorer la protection de l'équipage, mais cette amélioration avait un coût. Le blindage absorbait et retenait la chaleur solaire, transformant l'intérieur du véhicule en un espace surchauffé qui mettait à rude épreuve les composants électroniques. Les techniciens allemands avaient intégré un système de régulation thermique destiné à stabiliser la température interne, mais celui-ci se révéla insuffisant dans certaines zones désertiques où l'exposition directe au soleil provoquait des montées en température plus rapides que ce que les simulations d'usine avaient anticipé. Afin d'éviter la surchauffe, les équipages durent adopter une mesure inhabituelle: maintenir la machine strictement à l'ombre dès que possible en utilisant des structures improvisées, des bâtiments abandonnés ou des reliefs naturels pour limiter l'exposition de la coque. Si cette précaution n'était pas respectée, certaines zones internes atteignaient des températures si élevées qu'elles mettaient en danger non seulement la fiabilité des mécanismes, mais aussi la sécurité de l'équipage. Cette contrainte surprit même les soldats les plus expérimentés, car elle imposait une gestion quotidienne complexe dans un environnement où chaque minute pouvait s'avérer décisive. Les nids afghanes, en revanche, apportaient un autre problème inattendu: l'effet du canon froid. Une différence marquée entre les températures nocturnes et diurnes provoquait un phénomène qui altérait les premiers tirs, car le métal contracté réagissait différemment aux pressions internes. Les équipages constatèrent que les premiers obus tirés après une longue période des immobilités pouvaient légèrement dévier des trajectoires calculées, ce qui constituait un risque certain pour les opérations nocturnes où la précision devait être irréprochable. Pour contrer cet effet, l'armée néerlandaise introduisit une solution improvisée mais efficace: des dispositifs chauffants destinés à préparer le tube avant le premier tir. Ces chauffages portatifs, acheminés spécifiquement pour cette pièce, permirent de réduire considérablement les variations et de garantir une précision stable malgré les conditions extrêmes. Toutefois, leur utilisation exigeait du temps, ce qui impliquait d'anticiper chaque intervention nocturne avec la plus grande rigueur, afin de ne jamais laisser les unités au sol sans couverture en cas d'urgence. Un autre effet secondaire de la conception robuste du système devint rapidement une source de tension avec les populations locales. Le poids important du véhicule, doublé des chenilles conçues pour garantir une tenue parfaite sur terrain accidenté, entraînait la destruction quasi systématique des routes non asphaltées. Chaque déplacement de la machine laissait derrière elle une trace profonde qui endommageait les voies empruntées par les habitants. Ces dégradations, difficiles à réparer dans des zones où les infrastructures étaient déjà fragiles, créaient parfois des frictions entre les forces de la coalition et les communautés afghanes qui voyaient leurs chemins les plus importants transformés après le passage du véhicule. Malgré ces difficultés, la machine resta un élément central du dispositif d'artillerie de la coalition. Les équipages, désormais formés à anticiper et à gérer les contraintes locales, parvenaient à maintenir un niveau opérationnel remarquable malgré les défis imposés par l'environnement. Les performances restaient nettement supérieures à celles de nombreux systèmes occidentaux déployés dans la région, et l'appareil continuait d'offrir un soutien essentiel aux unités engagées dans des zones particulièrement exposées. Les commandements prenaient cependant note des dysfonctionnements récurrents observés en Afghanistan. Il devint clair que, pour exploiter pleinement les capacités extraordinaires de cette pièce, des modifications structurelles seraient nécessaires. Les ingénieurs entreprirent de repenser certaines zones sensibles, notamment celles liées au système de chargement et à la gestion thermique. Des propositions circulèrent pour améliorer les protections contre la poussière, renforcer certaines pièces internes et optimiser la circulation de l'air afin de stabiliser les composants électroniques. La réflexion menée par les ingénieurs européens ouvrit la voie à de nouvelles versions du système destinées à corriger les faiblesses révélées par les déploiements prolongés. Pourtant, même sans ces améliorations, la machine continuait de jouer un rôle déterminant sur le terrain,
preuve que ses capacités intrinsèques restaient bien au-dessus des standards contemporains. Lorsque les premières propositions de modernisation commencèrent à prendre forme, la machine afficherait bientôt un potentiel encore accru, prête à entamer une nouvelle étape de sa carrière dans les forces occidentales. Lorsque les premières propositions de modification furent validées par les bureaux des études européens, une nouvelle phase s'ouvrit pour la machine. Les retours issus des déploiements en Asie centrale avaient mis en lumière des contraintes inédites, et les ingénieurs décidèrent d'en tirer parti pour transformer ce système en un outil encore plus robuste. L'objectif n'était plus seulement d'adapter la pièce à un environnement extrême, mais de lui conférer une aptitude élargie à fonctionner dans une multitude de contextes opérationnels où la poussière, les variations thermiques ou les longues périodes de mobilité intense mettaient à l'épreuve même les véhicules les mieux conçus. La version remaniée introduisit des améliorations au niveau du blindage, désormais renforcé par des modules supplémentaires destinés à protéger les composants sensibles contre les chocs externes et les températures élevées. Le système de ventilation interne fut entièrement réorganisé afin de mieux canaliser les flux d'air et d'éviter les accumulations de chaleur autour des calculateurs. Certaines interfaces électriques, jugées vulnérables dans les versions précédentes, furent remplacées par des composants mieux isolés, capables de conserver leur performance dans des conditions où l'ancien modèle voyait parfois ses réactions se décaler. La tourelle bénéficia également d'une évolution notable. Les concepteurs intégrèrent un radar de nouvelle génération capable de mesurer avec une précision accrue la vitesse initiale de chaque projectile, information essentielle pour les centres de commandement chargés d'ajuster les frappes en temps réel. Ce dispositif, désormais connecté à des réseaux tactiques plus avancés, permettait de transmettre instantanément les données balistiques aux unités de commandement. Grâce à cette innovation, chaque tir devenait non seulement une frappe isolée, mais une pièce d'un schéma des interventions plus vaste, parfaitement synchronisé avec les mouvements des troupes mécanisées ou les avancées des unités spéciales. La demande internationale continua d'augmenter. Les forces italiennes, ayant déjà intégré un nombre significatif d'exemplaires dans leur division, poursuivirent la mise en service de nouvelles unités modernisées. Ces dernières intégrèrent rapidement leurs opérations de montagne, où la topographie complexe exigeait une artillerie capable de frapper à longue distance sans nécessité d'installation d'infrastructures lourdes. Les équipages italiens apprirent à exploiter la précision de la pièce en terrain escarpé, profitant de son aptitude à lancer des projectiles au-delà des crêtes où les observateurs terrestres ne pouvaient pas toujours suivre les mouvements adverses. Les Pays-Bas, quant à eux, utilisèrent la machine dans des exercices conjoints avec plusieurs forces européennes, démontrant sa capacité à s'intégrer dans des groupes mécanisés multinationaux. Les tests révélèrent que la rapidité de mise en batterie, souvent citée comme un avantage déterminant, offrait un atout majeur dans des scénarios où les positions de tir devaient être déplacées régulièrement pour éviter les contre-mesures adverses. Les commandants conclurent que la machine pouvait aisément soutenir des unités rapides chargées de manœuvres offensives sur de longues distances, tout en conservant la précision nécessaire à des frappes ciblées. L'intérêt suscité par le système atteignit même des environnements inattendus. Les essais navals menés par la marine allemande, consistant à monter la tourelle sur une frégate de type F-124, confirmèrent que la puissance de recul pouvait être absorbée par la structure du navire. Les premières séquences de tir démontrèrent que la machine pouvait, depuis une plateforme maritime, saturer des zones côtières ou offrir un appui indirect à des troupes opérant loin du littoral. Ces essais, encore en phase exploratoire, révélèrent un potentiel nouveau capable d'élargir considérablement le champ d'utilisation du système. Alors que l'Europe ajustait progressivement ses stratégies militaires, les unités équipées de la machine continuaient à s'entraîner intensivement dans divers environnements. Certaines forces utilisèrent des terrains sablonneux pour reproduire des conditions de chaleur extrêmes, tandis que d'autres préférèrent les régions nordiques afin de tester les réactions du système face au froid. Ces exercices, menés avec une précision entièrement documentée, permirent d'affiner encore le fonctionnement de la pièce et d'adapter les procédures en fonction des particularités du terrain. L'artillerie européenne voyait désormais dans cette machine non seulement un outil de puissance, mais aussi un instrument d'adaptation, capable d'évoluer avec les exigences du siècle. Parmi les épisodes marquants de cette nouvelle phase de service, l'un des plus commentés fut un exercice nocturne mené par une division italienne dans une région montagneuse.
La machine devait y soutenir une infiltration simulée, en effectuant plusieurs tirs à intervalles calculés afin de représenter des points de rupture dans les lignes adverses. Les équipages veillèrent à maintenir une cadence stable, malgré l'air froid qui contractait progressivement le métal du tube. À mesure que la nuit avançait, les projections lumineuses des impacts éclairaient les crêtes, créant un contraste saisissant entre le silence de la vallée et la précision mécanique des frappes. Les observateurs notèrent que, malgré les conditions difficiles, la pièce resta parfaitement fonctionnelle, confirmant l'utilité des améliorations apportées à la régulation thermique. Un autre épisode notable fut rapporté lors d'une session d'entraînement menée par les forces néerlandaises. Au cours d'un déplacement particulièrement long à travers des terrains accidentés, les équipages constatèrent que la stabilité interne des systèmes électroniques s'était nettement améliorée par rapport aux versions antérieures. Les secousses répétées, qui avaient parfois provoqué des micro-glissements dans les circuits lors des premiers déploiements, semblaient désormais amorties par les améliorations structurelles. Cette observation renforça la confiance des soldats, qui savaient désormais que les ajustements entrepris en Europe avaient corrigé des défauts révélés sur des anciens théâtres d'opération. Mais c'est un exercice mené en coopération entre plusieurs forces européennes qui marqua véritablement les esprits. La machine devait y exécuter une séquence de tirs de saturation suivie d'un repositionnement rapide, puis d'une frappe ciblée sur une zone éloignée. L'enchaînement des phases se déroula avec une fluidité remarquable. La pièce délivra plusieurs salves successives, replia ses systèmes en un temps réduit et parcourut plusieurs kilomètres avant d'être de nouveau prête à tirer. La dernière frappe, effectuée depuis une position légèrement en surplomb, marqua un moment saisissant. Les observateurs virent le projectile disparaître dans la nuit avant que quelques secondes plus tard, une détonation lointaine ne confirme l'impact. Cette scène, synonyme de mobilité et de puissance, devint l'une des images emblématiques de la carrière moderne de la machine. Au terme de cette séquence d'entraînement, les équipages eurent la certitude que le système, dans sa version révisée, avait franchi un cap décisif. Il ne s'agissait plus simplement d'un outil conçu pour surpasser ses prédécesseurs, mais d'une pièce dont la polyvalence permettait de s'intégrer à des doctrines variées et de répondre à des exigences stratégiques nouvelles. Pourtant, malgré ce succès, une dernière mission allait marquer symboliquement la conclusion de cette phase d'exploitation. Durant un exercice organisé dans une zone côtière, la machine reçut l'ordre d'exécuter une ultime séquence de tirs avant de rejoindre un convoi mécanisé pour être remplacé par une version plus récente. Le canon, préparé selon les procédures modernes, exécuta plusieurs tirs espacés qui frappèrent leur cible avec une précision exemplaire. Après la dernière salve, l'équipage resta silencieux, observant la trajectoire du dernier projectile disparaître dans le ciel nocturne. Lorsque l'impact retentit au loin, tous comprirent qu'ils venaient de vivre le dernier engagement opérationnel de cet exemplaire particulier. Cette scène, empreinte d'une certaine solennité, résumait à elle seule l'essence de cette machine. Une puissance projetée au-delà de l'horizon, capable de frapper avec une précision remarquable, tout en restant presque invisible pour ceux qui tentaient de comprendre d'où venait la frappe. Si cette histoire vous a plu, soutenez la chaîne en laissant un like, en écrivant un commentaire et en vous abonnant pour découvrir d'autres récits passionnants.